Je suis porteur du projet STEPSOL qui vise à une dépollution des eaux par voie solaire. Je fais également partie de l'équipe SHPE, qui fait partie du laboratoire Promesse, et donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Perpignan. Je mène mes activités au sein de l'équipe SHPE et une activité d'enseignement au sein de l'unité génie chimique, génie des procédés à Narbonne. Donc juste deux mots, je vais revenir sur les activités de SHPE au sein de Promesse. On vise à une bonne utilisation de l'énergie solaire, c'est-à-dire aussi bien développer des matériaux intelligents, comme vous avez fait le point Xavier, c'est-à-dire gérer les intermittences de ce flux, et également développer des concepts, des procédés qui vont pouvoir utiliser de manière optimale cette énergie. On applique ça en fait à différents concepts, donc le solaire thermodynamique, ici, donc je vous présente Xavier, le solaire thermique, et le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est le solaire chimie, c'est-à-dire utiliser l'énergie solaire pour dépolluer ses eaux, et ça c'est la voie du solaire chimique par photocatalyse. Pour repositionner ce projet dans son contexte, en fait, l'objectif final c'est de dépolluer les eaux. Il faut savoir en fait que c'est un enjeu environnemental important, puisque en entrée de ces eaux, on trouve donc les pesticides qui vont polluer ces eaux, les médicaments que nous consommons tous les jours qui vont également être pollueurs, et également l'activité industrielle. Tout ceci en fait va se retrouver dans nos eaux souterraines de rivières et vont être extraits et dirigés vers nos stations d'épuration. En entrée de station d'épuration va se trouver donc une masse polluante en fait qui va être traitée actuellement par une activité biologique. Donc nos bassins sont actuellement bien dimensionnés, c'est-à-dire on arrive à correctement traiter ces eaux. On traite à peu près 94% de la pollution. Donc en sortie de ces stations d'épuration, en fait, on pourrait se dire que finalement elles sont correctement et elles sont opérationnelles puisque ne sort que quelques pourcents de cette pollution. Mais si on met le doigt sur cette pollution, en fait, elle est très toxique et elle est sous forme de biorécalcitrant. C'est-à-dire que ces polluants en fait, ne sont pas dégradables par une activité biologique. Donc en fait, nos stations, dans les années à venir, sont obsolètes, vont être obsolètes en tout cas, du fait que même si on augmente la taille de ces bassins, même si on modifie les dimensions de bassins actuels, on ne pourra pas traiter cette pollution du fait qu'elle soit récalcitrante à un traitement dit biologique. Et les steps ont été pensés comme tels. Donc en fait, on va se retrouver en sortie de step, après plusieurs passages, donc dans cette station d'épuration, en sortie, avec une eau qui va être rejetée en rivière, qui va contenir donc de nombreux micropolluants. Donc le sujet que je vais traiter à travers ces transparents. Ces micropolluants, en fait, il y a une loi européenne donc, qui a été transposée au droit français, qui va viser à réduire cette pollution et interdire en fait le rejet de cette pollution dans les eaux de rivière et également tout simplement en sortie de station d'épuration. Donc on vise à réduire par exemple de 50% ces substances prioritaires, polluantes, et de 30% les substances dites dangereuses. Donc au final, le projet STEPSOL, ce que nous proposons, c'est de suivre en fait ces traceurs, qui vont être en fait des polluants. On va suivre des traceurs représentant les HAP, donc des molécules issues d'une activité industrielle. On va suivre en fait des pesticides, le glyphosate qui va être un traceur indicateur d'une activité agricole, donc qui produit donc qui utilise des pesticides. Et on va également suivre des turons en fait qui vont être traceurs en fait des molécules qu'on retrouve dans notre qu'on rejette en tant qu'utilisateur consommateur. Un deuxième volet, en fait, que vise notre installation, c'est pouvoir réutiliser ces eaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Europe, en Espagne, nos voisins espagnols et allemands permettent la réutilisation de ces eaux, ce qui n'est pas le cas en France en fait. On ne pouvait pas utiliser nos eaux, c'est-à-dire en fait en sortie de station d'épuration, piquer en fait une partie de cette eau pour directement pouvoir la mener vers de l'irrigation ou de la réutilisation. Maintenant le droit français a changé, donc depuis 2010 il y a un arrêté, un décret qui est tombé et qui permet l'utilisation de cette eau. Donc en fait, via en fait une législation qui est assez drastique, bon, en tant que Français on a bien imposé en fait certains décrets, arrêtés, normes à respecter, mais on se retrouve avec la possibilité quand même tout de même d'utiliser cette eau. Suivant les applications que l'on va avoir, donc si l'application d'irrigation est de type maraîchère, arboricole ou irrigation d'espaces verts, en fait les normes vont être plus ou moins drastiques. On utilise en fait ce qu'on appelle un indicateur qui est Euboli, qui est sur cette photo-là.
qui est un indicateur de la présence de micro-organismes et qui va nous indiquer en fait si le procédé de traitement que l'on va appliquer est efficace ou pas. Sa présence sera une norme, un indicateur en nous disant vous avez bien fait votre travail, c'est-à-dire vous avez bien découlé votre eau ou cette eau n'est pas réutilisable. Et donc notre travail va s'inscrire dans ce cadre-là. À la fois utiliser des molécules traces qui vont représenter une pollution de type micro-organisme, de type micropolluant, comme je vous disais, qui est une pollution de type biorécalcitrant, que l'on ne peut pas traiter par une activité biologique. Et à côté de ça, on va suivre également un autre traceur qui est E. coli, qui lui va nous dire en fait quelle est la quantité de micro-organismes qui est présent dans nos eaux, et donc quel est le temps d'abattement, quel est le type de traitement que l'on doit appliquer pour pouvoir utiliser cette eau. Je vais vous dire deux mots un petit peu sur le principe que l'on développe pour pouvoir traiter ces eaux dans des bonnes conditions. Le principe, en fait, l'objectif vise à casser, ça c'est un schéma simple, en fait, purement schématique des molécules que l'on peut viser à dégrader. Et l'objectif, en fait, c'est de dégrader, donc de casser ces liaisons, de façon, en fait, à minéraliser ces molécules-là, c'est-à-dire, en fait, les transformer sous la forme de CO2 et d'eau pour faire ça. Également, on va s'attaquer, donc, je vous disais, à ces indicateurs, coli, en cassant ces membranes, et donc en fait, soit en le rendant inactif, soit tout simplement en le dégradant totalement. Comment on s'y prend? En fait, on va utiliser un matériau, on revient toujours au cœur du problème, on va utiliser un matériau qui a une propriété intéressante, c'est un matériau qui est photosensible. C'est-à-dire qu'il va capter le rayonnement solaire, une part seulement du rayonnement solaire, c'est l'UV, c'est un de ses problèmes d'ailleurs, capter ce rayonnement solaire et libérer en fait des radicaux qui vont avoir la propriété, la capacité de casser les liaisons en fait, les liaisons des carbone-carbone, et donc dégrader ces molécules-là. Donc c'est de la photodégradation. On utilise par le biais d'une énergie solaire, en fait, on produit en fait des radicaux qui vont casser ces liaisons, pour à la fin minéraliser en fait ces polluants. Comment ceci se passe en fait? J'ai schématisé ici une particule de TiO2, donc qui est ce catalyseur-là. Les molécules, en fait, micro-organismes migrent, disons qu'il y a une interaction entre ces micro-organismes et cette particule de catalyseur. C'est la première étape qui est nécessaire pour pouvoir faire la dégradation. Ensuite, ce catalyseur va être photoexcité. La photoexcitation va libérer, en fait, des agents. Donc j'en étais à parler, il me semble, donc, du catalyseur, en fait, support qu'on utilisait, qui était un catalyseur donc, photosensible, et qui avait la propriété donc, d'utiliser l'énergie solaire, en fait, l'UV, la part UV de l'énergie solaire, pour se photo-exciter et libérer en fait des agents chimiques qui avaient la capacité de casser en fait, tout ce qui est des polluants pour nous, à savoir les molécules et également les micro-organismes. L'avantage de cette méthode, en fait, c'est qu'elle est non sélective, c'est-à-dire qu'elle va s'attaquer de manière complètement non sélective justement à tout type de liaison carbonée. Elle va être capable de casser des liaisons carbonées issues de molécules polluantes, mais également de micro-organismes. Et également, bon, c'est la même action qui peut, par exemple, provoquer des coups de soleil sur nos peaux. Lorsqu'on a en fait de l'UV qui vient impacter sur nos peaux, en fait, on a un coup de soleil, une rougeur qui vient au fait qu'on ait une rupture de ces liaisons carbone-carbone. Donc je reprends sur ça, une première étape de migration. En fait, on génère une interaction entre notre polluant et notre particule de TiO2. Deuxième étape, on photoexcite ce catalyseur. Donc cette photoexcitation libère en fait des électrons. Je passe sur les détails, mais en fait on libère des électrons qui vont s'associer à des espèces environnantes. On va générer ainsi des radicaux. Ces radicaux ont la propriété justement de casser ces molécules, ces micropolluants, et donc de les rendre sous forme non toxique, c'est-à-dire de forme d'eau et de CO2. Voilà à peu près en fait les différentes étapes qui régissent donc ce processus de photodégradation. Je vous ai parlé de ça parce qu'en fait, cette poudre en fait qui est utilisée, elle existe sur le marché, comme me demandait cette personne juste avant en fait. Et donc elle existe sur le marché en fait. Il y a des industriels qui développent ce genre de poudre en fait. Et elle est extrêmement efficace. Elle se met sous forme de poudre, comme je vous disais, mais le problème c'est qu'il nécessite une étape de séparation, c'est-à-dire une fois le traitement réalisé, en fait, mais cette poudre est potentiellement un polluant, puisqu'elle peut être rejetée dans la nature et elle-même en fait, provoquer en fait, modification de notre environnement. Il existe également en fait, des tissus en fait, qui ont la même capacité, ce sont des catalyseurs qui vont avoir la capacité de dégrader nos polluants.
mais ils sont peu efficaces. Donc notre travail au sein du laboratoire, c'est de développer des matériaux performants et d'y supporter, c'est-à-dire qu'ils vont contenir en fait notre catalyseur au sein de notre procédé et donc éviter qu'il soit relargué. Donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur des mousses en fait que j'ai pris en photo ici et qui sont présentées, qui ont une capacité en fait de diffuser la lumière. Ils ont des trous, ces mousses sont des trous qui permettent de faire pénétrer la lumière au sein du volume réactionnel et donc amener notre intensité, donc notre photon qui va photoexciter notre catalyseur au sein donc, de ce réacteur. On a travaillé sur, modifié les tailles de pores, les géométries, et on arrive à avoir un matériau qui est performant. Donc comme c'est représenté sur cette figure, ici c'est les rendements, et on compare à la suspension, qui est le matériau le plus performant, puisqu'en fait, étant dispersé dans le volume, il a la capacité d'absorber toute la lumière, et on la compare également au tissu, qui est un matériau, peu efficace, et on voit que nos mousses en fait, arrivent à se positionner plutôt pas mal, et on tend vers le rendement, l'efficacité dans la suspension. Le problème de cette mousse, c'est qu'elle coûte cher. Elle coûte cher, en fait, elle est issue de l'aéronautique. Donc c'est un matériau, c'est l'aluminium, il y a un procédé de fabrication qui est coûteux du fait de la création de ces alvéoles. Et donc comme le disait Xavier tout à l'heure, en fait, l'objet de notre équipe aussi, c'est d'essayer de voir à développer un procédé propre, peu énergivore et peu coûteux, mais dans sa globalité. Donc on ne va pas se mettre à utiliser un matériau qui coûte cher pour pouvoir dépolluer une eau, et donc on va essayer de le rendre autonome et peu coûteux. Et donc on se dirige vers des copeaux, en fait, qui sont un déchet, c'est-à-dire en fait c'est des copeaux d'aluminium, des copeaux métalliques issus de l'usinage, en fait tout simplement, et qui présentent des propriétés similaires. On s'en est rendu compte en se baladant dans l'atelier à Promesse, on a notre salle qui est juste à côté de l'atelier, puis on s'est rendu compte qu'en fait ces copeaux-là, qui étaient assemblés, qui étaient dans un coin de salle après balayage, mais présentaient en fait une architecture, une configuration qui s'apparentait aux mousses que l'on utilisait. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ces copeaux? Et donc on a pris ces copeaux-là, on a déposé sur le gel, donc en fait le catalyseur à la surface, et on a rendu ce matériau qui était voué en fait à être jeté. En fait on l'a recouvert. Bon, on a un petit peu travaillé pour sélectionner les copeaux, on a travaillé avec différents types de fibres, en tout cas on a travaillé avec ces copeaux de façon à les configurer dans une structure qui nous était intéressante, c'est-à-dire en fait qui permettait de laisser passer le rayonnement sur une épaisseur tout en piégeant nos molécules. Et là, les tests que l'on fait sont plus qu'encourageants puisqu'on tend vers des résultats qui sont équivalents à la mousse. Et donc, en modifiant la compacité, en modifiant la taille de ces copeaux, on arrive à avoir des matériaux relativement performants. Une fois qu'on a le matériau, c'est pas terminé, en fait, il faut qu'on aille vers le réacteur, c'est-à-dire en fait qu'on aille vers le procédé solaire qui va nous permettre de dépolluer. Avant de passer à l'énergie solaire, qui est intermittente par définition, en fait, on va essayer de contrôler et de comprendre ce qui se passe déjà sous une irradiation contrôlée. C'est ce qu'on fait au laboratoire, donc c'est des expérimentations qui sont dessinées ici. C'est tout simple, on a une cuve dans laquelle on met notre polluant, on a un réacteur dans lequel circule notre polluant, d'accord, avec notre matériau, donc les mousses, les copeaux ou autres, et on fait balader une lampe UV avec un rayonnement contrôlé, mais on peut faire balader donc, cette lampe de façon à modifier l'intensité, et on extrait ce qu'on appelle des cinétiques, c'est-à-dire en fait, des variations de la concentration au cours du temps. Cette variation de concentration au cours du temps dépend également de l'intensité, et donc ça c'est des observations expérimentales qui nous permettent de constater en fait que ça dépend à la fois de l'intensité et à la fois de la concentration. Pour faire ça, on établit à la suite de ça un modèle qui va être représentatif de cette dégradation en fonction de paramètres que l'on contrôle, alpha et bêta en fait, et on va avoir une représentativité, donc un modèle qui représente cette dégradation. Pourquoi c'est intéressant? Mais une fois qu'on va passer au solaire, on ne va plus contrôler cette intensité, on va pouvoir la mesurer, elle est plus contrôlable. D'où l'intérêt d'avoir cette variable et d'avoir la dépendance de la cinétique de dégradation vis-à-vis de cette variable pour pouvoir représenter en fait la dégradation sous conditions solaires. Donc on a développé un procédé, c'est dans le cadre d'une bourse ministérielle. Ce procédé en fait est la reproduction de ce qui se passait en laboratoire. Une cuve, on fait circuler dans des tubulures en fait de l'eau polluée et on regarde en sortie en fait la vitesse, ou disons la concentration à laquelle, la dégradation, donc l'évolution de cette concentration au cours du temps. Ici en vert est représenté en fait l'intermittence de la ressource, c'est finalement le rayonnement qui est mesuré, et on voit que notre modèle qui est en pointillé représente bien en fait cette cinétique de dégradation.
Pourquoi c'est intéressant? À partir du moment où on a validé sur une journée avec des conditions intermittentes notre modèle, eh bien, on peut le transposer et évaluer la capacité de dégradation sur une journée, sur un mois et sur une année. C'est ce qu'on a fait d'un point de vue simulation, c'est ce qu'on a fait. Et ici sont représentés l'évolution des volumes traités au cours des différents mois de l'année. Et on voit que suivant le rayonnement, en fait, on a une proportionnalité entre le rayonnement, donc au cours des mois de juillet, août, on a un rayonnement fort, donc on arrive à dégrader des grandes quantités et des gros volumes, alors qu'au cours du mois de janvier et février, les volumes sont plus restreints. Mais en tout cas, ça nous permet de faire un bilan d'un point de vue simulation de ces dégradations. On a également travaillé avec une société qui s'appelle Résolution. En fait, elle s'inscrit dans un contexte qui vise à dépolluer les effluents phytosanitaires qui sont issus de l'agriculture. En fait, quand on traite une parcelle, on récupère une certaine quantité, ce qu'on appelle un fond de cuve, avec un polluant qui est fortement concentré et donc qui est nocif pour son environnement. On ne peut plus le rejeter, il faut le traiter. Cette société a développé un principe qui utilise l'énergie, pas solaire pour l'instant, mais l'énergie en fait UV, sous forme de lampe, donc qui est coûteux énergétiquement, mais qui permet de traiter sur le même principe que j'ai développé là, en fait qui permet de traiter ces polluants. Et ils nous ont sollicité, donc on a travaillé avec eux, en fait pour développer ce même genre de procédé, mais au lieu d'utiliser une lampe UV, coûteuse énergétiquement, pas autonome, de le transposer de façon à utiliser l'énergie solaire. Et donc ça a été l'objet de cette thèse, qui est une thèse dans le cadre d'une bourse CIF. Et cet étudiant donc, a développé un concept qui permettait de traiter ces eaux par le biais de l'énergie solaire. Et il a d'ailleurs été, puisqu'il a bien travaillé, embauché par cette société. Tout ça pour vous dire que voilà où on en est actuellement. Maintenant, ce qui nous manque comme brique, comme élément pour pouvoir aller plus loin, pour passer justement à du traitement sur des effluents, on va dire, réels en sortie de step, c'est justement un modèle, un prototype à l'échelle représentative, c'est-à-dire une surface suffisamment conséquente pour pouvoir traiter de l'eau en sortie de station d'épuration. Donc on est parti sur un schéma d'une dizaine de mètres carrés qui permettrait de traiter, ce que l'on vise en tout cas d'envisager, c'est un traitement de l'ordre de quelques mètres cubes, de l'ordre de mètres cubes, qui correspond à peu près à l'irrigation nécessaire pour 1 hectare de vignes par jour. C'est un ordre de grandeur. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de viser. Donc voilà le proto à peu près que l'on cherche à développer. Donc ça, c'est une plateforme. C'est le même principe que ce que je vous ai présenté dans les schémas précédents. Une cuve, en fait, qui fait réceptacle de notre polluant, et une surface sur laquelle va circuler notre polluant. L'objectif, c'est de comprendre donc, à cette échelle-là en fait, les mécanismes de désinfection et d'abattement par voie solaire, c'est possible. De produire scientifiquement, puisqu'en fait ce projet vise à intégrer le travail d'un doctorant en fait, qui va développer cette plateforme et travailler dessus. Donc c'est une formation de chercheur. Et à terme, ça sera intégré dans des travaux, donc des projets ANR pour des collaborations avec les universités de Toulouse et de Montpellier. On a également, je suis chef de département de l'UT, donc GCGP, donc génie chimique avec une option bioprocédé sur Narbonne. Et donc ce projet visera également à intégrer, à faire travailler des étudiants autour de projets, de stages, pour qu'ils puissent faire des expérimentations qui participent à cette plateforme. Ça fera de notre sensibilisation à cet environnement. Et on est également porteur d'une licence éco-technologie de la dépollution qui ouvre donc en 2012 et qui visera donc à informer sur les différents concepts qui permettent de traiter les eaux au sens large. Et pour finir, en fait, sur du plus long terme, en fait, nous visons à avoir un démonstrateur de la capacité donc, de l'énergie solaire à dépolluer ces eaux, avec comme objectif dans un premier temps de voir en fait quelle quantité d'eau nous pourrions traiter pour les irrigations d'espaces verts, pour gérer l'eau sur du plus long terme, parce que la problématique que je vous ai posée au départ était de traiter en fait les micro-organismes, traiter également nos micropolluants, pour des fins d'irrigation, mais également en fait sur du long terme, puisque je vous disais que nos stations allaient être obsolètes, également pour pouvoir rentrer dans un cadre législatif et respecter les normes qui vont nous être imposées. Et à terme, abaisser le coût de l'eau. Juste 2 mots pour conclure sur le concept. Dans une première partie, on va monter cette brique technologique, donc ça prendra à peu près 6 mois à partir du moment où les moyens auront été débloqués. 50 kg € pour monter la plateforme que je vous ai présenté. On va s'appuyer sur l'expertise de notre laboratoire. Nous avons des techniciens, donc également des chercheurs qui sont capables de dimensionner ce genre de concept. C'est la première étape, c'est la brique élémentaire pour pouvoir travailler.
Et ensuite, le deuxième volet, c'est justement le travail de doctorants encadré donc, par notre équipe qui visera à réaliser des expérimentations solaires pour pouvoir comprendre et décrypter en fait, les mécanismes qui permettent de dégrader ces eaux. On travaille en collaboration avec des laboratoires locaux qui permettra de suivre les analyses de micropolluants. Et donc le coût en fait, s'élève à 35 kg en fait, qui est le prix de salaire d'un doctorant à l'année. Donc voilà à peu près en fait, comment se répartissent les moyens. Moyen humain à hauteur de 100 kg qui est le salaire sur 3 ans d'un doctorant. Et le prix de fonctionnement, c'est-à-dire les analyses et le petit équipement qui nous permettront de fonctionner pour pouvoir réaliser ce projet. Je vous remercie pour votre attention.